Salam alaikum. Donc là, on va continuer la séance, donc la deuxième partie de la programmation orientée objet, donc concernant les classes. Donc voilà l'exercice sur lequel on s'est arrêté l'autre fois. D'accord, j'espère que vous avez pu faire cet exercice sans problème. Donc là, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit par email, soit directement sur WhatsApp, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas laisser les choses traîner. Donc, on va continuer. On va voir, d'accord, une problématique très rencontrée lors de la programmation de la POO qui concerne en fait les opérateurs entre objets. D'accord? Par exemple, ici, j'ai soulevé donc la problématique de l'addition entre deux objets d'une classe qui s'appelle hour pour les heures, qui contient deux attributs, hr pour l'heure, mn pour minute. J'ai un constructeur qui permet de instancier ou bien initialiser les attributs par les arguments passés. Et j'ai une classe de test ici. Donc la classe de test, l'objectif c'est de tester ce problème d'addition, par exemple. D'accord? Ou bien de soustraction ici. Donc j'ai instancié un objet, no. Je lui ai passé 8 pour 8 heures et 45 pour 45 minutes. D'accord? J'ai un deuxième objet, 8h30. Logiquement, je vais essayer de faire la différence entre now, les objets now et earlier. D'accord? Logiquement, je dois avoir 15 minutes. Parce que la différence minute c'est 15. 8 moins 8, c'est 0. Et 45 moins 30, c'est 15. Mais là, le compilateur va retourner une erreur. Ce n'est pas warning, ce n'est pas une notification, plutôt une erreur de compilation. À l'âge, parce qu'il ne sait pas comment il va gérer cette soustraction. Les soustractions entre les objets type simple, comme les floats ainsi, sont définies. Mais là, pour cet objet qui est de type hour, il ne sait pas comment le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surcharger les opérateurs arithmétiques, surcharger les opérateurs de comparaison, ainsi de suite. D'accord? Et de même pour l'incrémentation, c'est une erreur de compilation parce qu'il ne sait pas comment réagir. Donc, ce qu'il faut faire, comme j'ai dit, c'est de surcharger les opérateurs. Donc, la surcharge des opérateurs permet de combiner, comparer les types à l'aide des opérateurs arithmétiques ou booléens. Donc, bien sûr, il y a certains opérateurs qu'on ne peut pas surcharger, et surtout les opérateurs avec l'égalité, les opérateurs avec le et le ou. D'accord? On ne peut pas les surcharger. En ajoutant des surcharges, les développeurs peuvent utiliser comme il s'agissait d'un type primitif intégré, dépendant de ce qu'on a écrit. Donc, cette surcharge des opérateurs, c'est le développeur qui va décider ce qu'il va mettre suite à une opération bien définie. Donc, pour redéfinir, donc on dit redéfinir parce que les additions sont déjà définies, donc on va redéfinir pour notre classe. Pour redéfinir un opérateur, il faut implémenter une méthode, une fonction qui est de type statique appelée opérateur, suivi du symbole à redéfinir. Donc voilà un exemple. Donc, pour redéfinir les opérateurs soustraction et incrémentation pour la classe hour. Donc, public, statique, le type de retour de la soustraction. Opérateur pour dire que c'est une surcharge d'opérateur. Quel opérateur? C'est la soustraction. Donc là, la soustraction, c'est un opérateur binaire. D'accord? On a des opérateurs binaires et unaires. Binaires qui font appel à deux opérandes. L'addition, c'est A plus B, soustraction A moins B. L'incrémentation, c'est unaire, c'est-à-dire que plus A, moins A, ainsi de suite. D'accord? Donc là, il faut respecter soigneusement c'est la signature de l'opérateur d'IANA. Donc on a deux opérateurs. Là, on veut faire la soustraction entre deux objets de type hour. Donc, comment la soustraction va être effectuée? Je vais implémenter mes instructions dans le bloc de la surcharge. J'ai dit que la soustraction entre deux objets hour sera comme suit. Je vais convertir, c'est-à-dire multiplier l'argument, bien l'attribut hr fois 60 et ajouter l'attribut mn.
d'accord, pour convertir, entre parenthèses, le tout en minutes. Et après, je vais faire la soustraction avec la même chose, c'est-à-dire la conversion de H2 vers minutes. Pour l'incrémentation, j'ai fait de telle sorte à ce que l'incrémentation retourne un objet hour. Donc, je peux faire ce que je veux. J'ai décidé à ce que ça sera un hour, c'est-à-dire un objet de type hour, la classe de base, et j'ai juste incrémenté l'attribut mn. Logiquement, il faut tester si hour, c'est-à-dire si mn égale à 60, il faut incrémenter le hr, donc un autre traitement. Moi, j'essaie de faire plus simple pour vous dire que je fais ce que je veux dans la surcharge des opérateurs. Donc là, dans la classe de test, vous allez voir que la soustraction ici, elle est permise. D'accord? Donc la soustraction, elle est permise et on peut faire ce qu'on veut. Donc remarquez bien que هنا سميتو la différence, elle est effectuée suivant les instructions que j'ai fait ici. Et de même que l'incrémentation, j'ai juste incrémenté le mn. Si j'affiche le hr, je vais trouver que il ne sera pas touché. D'accord? Donc là, quelques règles. J'ai dit les opérateurs unaires, on a deux opérandes, une seule opérande. Les opérateurs binaires, on a deux opérandes. Donc on peut surcharger le double égal pour le test booléen, non égal, supérieur, inférieur, ainsi de suite. Donc un premier exercice à faire, d'accord? À la fin, c'est-à-dire je vais vérifier avec vous s'il n'y a pas de problème pour la réalisation de cet exercice. Donc là, on va essayer d'implémenter une classe complexe contenant deux attributs, le réel et l'imaginaire, et on va essayer de surcharger les opérateurs égal ou non égal si nécessaire. Logiquement, là, si on implémente juste, on surcharge juste le double égal, le compilateur va lancer une exception comme quoi, parce que si je teste le égal, qu'est-ce que ça veut dire le égal? Le égal a deux états, soit c'est true, soit c'est false. D'accord? Dans le cas true, je vais implémenter le double égal, mais dans le cas où l'égalité n'est pas respectée ou là n'est pas correcte, donc automatiquement c'est le non égal. Et puisque je n'ai pas implémenté encore le non égal, le compilateur ne sait pas ce qu'il va faire et automatiquement, pour ne pas laisser les problèmes, il va vous bloquer et vous forcer à implémenter ou bien à surcharger l'opérateur non égal. D'accord? Donc, pour l'égalité et la différence, la non-égalité entre deux nombres complexes et après entre un nombre complexe et un nombre réel, c'est-à-dire il faut surcharger deux fois les doubles égales et deux fois non égales. La première double égale avec comme argument deux complexes et deuxième avec un complexe et un nombre réel, surcharger les opérateurs arithmétiques de comparaison, ainsi de suite. Donc, des fois, on a besoin de faire une conversion, d'accord, de notre objet vers un type primitif ou là un autre type, une autre classe. Logiquement, si on exécute cette instruction-là, en définissant donc notre classe et en instanciant notre objet Neo de type hour, là, le compilateur ne sait pas comment il va effectuer cette conversion. Donc, on a une conversion implicite. Est-ce qu'il va afficher je sais pas, le HR ou bien le MN ou bien faire l'addition? Donc, rien n'est encore implémenté et il ne sait pas ce qu'il va faire. Automatiquement, c'est une erreur. D'accord? Il faut définir ou bien surcharger les opérateurs de conversion. Bien sûr, on a deux types de conversion. On a l'implicite et on a l'explicite. Donc, de la même manière, on va essayer de surcharger ces deux opérateurs. Donc là, pour l'opérateur implicite, donc c'est public statique au lieu de type, on va dire que c'est implicite, opérateur, et quel type c'est-à-dire la cible de la conversion implicite, c'est int. Et là, le type qu'on va surcharger, c'est-à-dire qu'on va faire la conversion, c'est l'objet, un objet de type hour. Donc, une fois une conversion implicite est rencontrée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
exécuter cette instruction, c'est-à-dire je vais forcer, là, je vais changer multiplier le HR fois 60 et ajouter la valeur de mn. Donc là, je vais tester avec la fonction console_writeLine. Donc console_writeLine, c'est une fonction qui est statique et elle est surchargée sur plusieurs types. C'est-à-dire, elle admet le int en conversion implicite, elle admet le float, le string, ainsi de suite. Donc là, puisque dans la classe our, on a une seule conversion implicite, donc automatiquement, elle va l'exécuter. Et là, cette conversion implicite va afficher l'exécution, c'est-à-dire 00 fois 60 plus 45, j'aurai le 45 tout simplement. Donc, je peux faire la même chose cette fois, mais utilisant donc une conversion implicite vers chaîne de caractères. Et là, je vais juste faire la concaténation entre le contenu de HR, de points, et le contenu de mn, en chaîne de caractères. D'accord, bien sûr. C'est toujours en implicite. Et là, le console write_line, comme elle est déjà surchargée sur int, sur string, sur float, ainsi de suite, elle va chercher la conversion la plus proche qui est chaîne de caractères. C'est la seule d'ailleurs qui est implémentée. D'accord? Donc le problème se pose dans cette écriture de console write_line quand on définit ou bien on a surchargé à la fois la conversion implicite en chaîne de caractères et la conversion implicite vers entier. Console write_line, puisqu'elle admet les deux arguments ou bien les deux types, là, c'est une ambiguïté, c'est-à-dire il ne sait plus est-ce qu'il va faire la conversion vers chaîne de caractères ou bien vers un entier. Et c'est une erreur de compilation. Donc là, il faut passer vers, c'est-à-dire si on est forcé de faire la conversion, de choisir entre deux conversions implicites, il faut passer à la conversion explicite. Donc explicite, on change implicite par explicite, et là, automatiquement, c'est au développeur de forcer sa conversion explicite. Et là, c'est int, j'aurai l'exécution de ce bloc d'instruction, ceci donc vers int, et chaîne de caractères, c'est celui-là. D'accord, bien sûr, si je veux afficher la classe, l'objet directement, j'aurai cet affichage, c'est-à-dire il va me retourner le type. D'accord? Donc, un deuxième exercice, essayer d'ajouter à la classe complexe du code qui permet de redéfinir l'opérateur de conversion explicite vers une chaîne de caractères de cette façon. C'est-à-dire là, je vais forcer l'écriture de cette façon, c'est-à-dire quand j'écris une conversion explicite, d'accord, j'ai une conversion explicite de ma classe complexe vers une chaîne de caractères. Automatiquement, après cette instruction, j'aurai dans CC cette valeur-là, c'est-à-dire le réel, concaténé avec la chaîne de caractères plus i étoile et le contenu de l'imaginaire. D'accord? Essayez de le faire à la fin de cette, c'est-à-dire cette présentation. Donc, c'est le deuxième exercice à faire. Donc, un deuxième ou la troisième problématique, c'est la copie des objets. Donc là, vous avez certainement rencontré ce problème avec les tableaux. Dans les tableaux en langage C ou bien C++, quand on définit un tableau, on l'initialise, on définit un deuxième tableau et on affecte c'est-à-dire au deuxième tableau le contenu du premier tableau. Automatiquement, on dit que les deux objets de type tableau pointent sur la même adresse et chaque modification sur l'un va influencer les modifications sur l'autre parce que les deux implémentent, c'est-à-dire on fait une égalité par référence. Donc c'est le même problème avec les objets. Donc on a deux types d'objets, P1 et P2, qui sont de type perse. J'ai instancié le premier objet avec les valeurs suivantes, donc le nom AVRL, et l'âge c'est 26. Pour le deuxième objet P2, je lui ai affecté c'est-à-dire l'objet tout court P1, c'est P1. Donc là, qu'est-ce qui se passe réellement? Réellement, c'est réellement dans la mémoire, donc comme l'autre fois. Donc voilà P1, c'est ça. Et quand je fais pour P2, donc P2, le contenu d'ILO, c'est qu'il va pointer sur la même adresse. Et P1 de âge,
exemple, ainsi de suite, un des éléments d'ILO. Chaque modification sur âge, soit de P1 ou bien de P2, il va affecter l'autre variable. Ce n'est pas affecté, mais puisqu'il pointe sur la même case mémoire. Donc, si je fais l'affichage ici de P1 âge, logiquement, un P1 âge, je l'ai incrémenté, c'est 26, d'accord, ici. Mais là, pour le P2 âge, logiquement, je dois voir pour le P2H, je dois voir la valeur 26, c'est-à-dire avant incrémentation. Mais là, j'ai 27, parce que j'ai dit c'est les deux P1 et P2 pointent sur les mêmes cases mémoire, sur la même plage de cases mémoire, et la variable attribut âge, c'est le même que l'attribut A de P1, c'est le même que l'attribut âge de P2. Donc là, c'est un problème. Donc la première solution, c'est définir, instancier le P1 et P2 séparément, avec des valeurs séparées, et après faire des copies attribut par attribut. Donc là, P1 et P2, dans cette partie, j'aurai le P2, B, le P1. D'accord? Et avec ces attributs. Et P1, P2, quand je fais P2.âge, donc automatiquement, c'est l'âge de P2 qui va être égal à 26. Et quand j'incrémente l'âge de P1, c'est 27. Et là, j'aurai là, c'est P2.âge égale à P1.âge. Là, j'aurai 26. C'est pas 27, c'est pas 0, c'est 26. Même c'est 26 ici, c'est ça. Donc P2, ça sera 26 et pas la valeur 0. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc là, ces écritures sont un peu, c'est-à-dire, on ne veut pas faire ceci, puis si dans le cas où on a, je sais pas, un nombre élevé d'arguments qu'on veut copier, j'ai 10 ou bien 15 arguments que je veux copier d'un objet à un autre, je ne vais pas me contenter ou bien donner à un programmeur c'est pas donner la tâche de faire les 10 instructions séparées avec les égalités. L'idéal, c'est de trouver un autre moyen qui permet de faire la copie intégrale d'objets sans passer par les références. Donc là, on a une solution qui permet, en utilisant une méthode, d'accord, memberwise clone, qui permet de cloner les objets. D'accord, il faut juste l'implémenter. Donc, là, j'essaie de respecter l'écriture clone avec C majuscule pour que le développeur qui va utiliser mon objet se retrouve en faisant le point pour chercher les méthodes ou bien les propriétés. Il va trouver clone A, il va se dire voilà, c'est la méthode qui va me permettre de cloner. L'essentiel, c'est cette instruction. D'accord? Cette instruction qui va permettre de copier la totalité de l'objet en cours vers un deuxième objet et je vais le retourner, bien sûr, le type perse pour éviter les castes. D'accord? Et là, member_wise_clone fait une copie bit à bit, c'est-à-dire il va créer un autre objet, il va copier le contenu des éléments, des attributs, des éléments tout court, chacun séparément. D'accord? Voilà un petit exemple. Donc là, dans la classe Perse, on a les instructions de définition, ainsi des attributs, le constructeur, ainsi de suite. Là, ce qui m'intéresse, c'est cette partie. Cette partie, donc j'ai dit, j'ai nommé ma méthode clone. Le type de retour Perse, j'ai dit pour éviter donc, les castes. Et je fais appel, c'est-à-dire que P, cet objet P de type Perse, pourquoi j'ai fait le cast? Parce que memberWise clone, elle retourne un objet, parce que c'est une fonction à utiliser pour n'importe quel type, quelle classe. Hein, et le P va contenir tous les éléments c'est-à-dire de l'objet en cours sur lequel on travaille, une copie intégrale. D'accord? Le test, donc on a deux objets. J'ai instancié mon premier objet. Mon deuxième objet, l'autre fois, on s'est arrêté à P2 égale à P1. Là, je vais faire .clone. Donc, elle va me faire une copie intégrale. Je vais incrémenter l'attribut âge.
c'est-à-dire l'âge de P1, c'est 26, et l'âge de P2, c'est 27 plutôt, et l'âge de P2, c'est toujours 26, parce que là, on a créé deux objets séparés, et on a, via la méthode clone, on a fait une copie intégrale bit par bit. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, pour la comparaison d'objets, on a vu qu'on peut faire redéfinir l'opérateur double égal et l'opérateur non égal, mais ce n'est pas l'idéal. On trouve toujours dans les méthodes des objets qu'il y a une méthode qui s'appelle equals, d'accord? L'idéal en plus, c'est-à-dire de définir les deux opérateurs double égal et non égal, c'est de redéfinir la méthode equals de la classe object, d'accord? Euh, qui retourne une booléenne, une valeur booléenne, true or false, et qui admet en argument d'entrée un objet, c'est-à-dire on va comparer l'objet en cours avec un autre objet passé en avant. D'accord? Essayez de le faire à de l'exercice, c'est-à-dire redéfinir la méthode equals et bien sûr les opérateurs double égal et non égal. D'accord, donc là, on est devant notre problématique, c'est que je suis ici, j'ai la classe authentification, j'ai mon attribut nom et un deuxième attribut password. D'accord? J'ai mon constructeur pour initialiser mes attributs nom et password. Donc, je vais créer un objet de type authentification. Je lui ai passé les valeurs admin et 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est-à-dire des informations. Donc, admin pour le nom, 1, 2, 3, 4 pour le password. Donc, le problème avec cette écriture, c'est que à l'affichage, j'aurai mon mot de passe qui sera affiché en clair. D'accord? Si j'affiche auth.password, j'aurai 1, 2, 3, 4. Si je veux que le password soit caché en affichage, en lecture, c'est-à-dire en lecture, quand on essaie de lire le contenu de password, je dois le, le cacher, le crypter. C'est-à-dire, Anaya fait 1, 2, 3, 4 chiffres, je vais le crypter avec 4 étoiles. D'accord? Mais on utilise toujours, c'est pas, on peut passer, c'est-à-dire il est possible de passer par des méthodes, comme on faisait avec, je sais pas, avec Java, avec des méthodes, mais l'idéal, c'est de rester dans le contexte avec l'écriture. Il y a juste un password, un élément, et faire les manipulations. Du coup, je peux même forcer à ce que un autre élément de la classe ne soit pas accessible en lecture. C'est-à-dire, je veux l'utiliser en écriture, c'est-à-dire lui passer une information, une valeur, mais quand je veux récupérer le contenu, le compilateur me dit, voilà, je suis désolé, l'élément, il n'est pas accessible en lecture. D'accord? Donc, là, c'est une introduction à ce qu'on appelle les propriétés. Donc, vous avez certainement remarqué quand vous faites des points pour un objet créé, il y a les éléments qui sont affichés et chaque élément a un dos, c'est-à-dire une couleur bien précise, les méthodes en rose, les événements en jaune, ainsi de suite. Donc, on a les attributs et les propriétés. C'est-à-dire que les attributs, et on a un autre type qui sont des propriétés. En général, on les retrouve avec une première lettre en majuscule. Donc, c'est quoi une propriété? Tout simplement, c'est un attribut qui est un peu intelligent, qui joue le rôle d'une fonction, mais sans que les appels des fonctions. C'est-à-dire, on va utiliser ou bien manipuler la propriété d'un objet comme étant un attribut simple. Sauf que derrière l'implémentation, elle est implémentée comme des fonctions. On va utiliser des getters et setters. D'accord? En Java, vous implémentez des fonctions avec le suffixe, le préfixe plutôt get et préfixe set. D'accord? Et ça montre qu'il y a une fonction derrière. Avec le C Sharp, non. Dans l'implémentation de la classe, de la propriété de classe, vraiment, on va faire comme si on va travailler avec des fonctions. Mais par contre, l'utilisation, le développeur qui va utiliser ma propriété, c'est-à-dire la propriété de ma classe, il ne va pas se rendre compte, il ne sait pas de quoi s'agit-il. D'accord? Donc, pour la manipulation de ces propriétés, donc,
si la propriété ou bien l'élément sera utilisé en lecture, c'est le bloc get. Donc, on aura deux blocs get et set. Get pour ce getter et set pour setter. Si on veut modifier la valeur de la propriété, c'est le bloc set qui est exécuté. Donc, voilà un exemple. Donc là, remarquez bien que c'est mon écriture d'un attribut simple. D'accord? Un attribut, je vais m'arrêter ici à point virgule. Mais par contre, quand je veux implémenter une propriété, donc on a un bloc avec des blocs get, un bloc de get et un bloc de set. Tout simple. D'accord? De get, c'est pour la lecture, donc toujours return. Et la valeur à retourner quand on va utiliser le texte, c'est-à-dire la propriété texte en lecture. Et le set, c'est la value, c'est-à-dire c'est le mot-clé value, qui va être utilisé. Et bien sûr, on a remarqué bien qu'il y a un attribut texte. Ce n'est pas le T majuscule, c'est le T minuscule. Le C# il est sensible à la casse. Et automatiquement, on compte derrière, si je veux bien sûr faire des manipulations. D'accord? Si je veux faire des manipulations, on compte derrière un attribut qui est privé, c'est-à-dire qui n'est pas accessible de l'extérieur, mais qui va juste contenir la valeur ou le contenu de ma propriété si je veux bien sûr la modifier, comme l'exemple de password. Password, une fois, je vais lui passer 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, je vais la récupérer toujours dans l'attribut texte qui est privé. Mais si à l'affichage, je vais afficher les 4 étoiles. D'accord? Le concept des propriétés. Donc, je vais vous lancer directement sur un exemple. C'est pas là, non, c'est un exemple, c'est pas un exercice. Heureux pour vous. Donc, écrire en général, c'était un exercice, je l'ai changé. C'est plus un exercice, c'est un exemple. D'accord? Donc, on va essayer d'écrire une classe notée text property qui contient deux champs privés. Toujours, c'est pas toujours. Si on veut manipuler des propriétés de telle façon à ce que le contenu soit caché, je dois le cacher dans des attributs qui sont privés. Sinon, on va voir par la suite qu'on peut définir des propriétés, c'est-à-dire qui ne font rien, juste qui vont jouer le jeu d'un attribut, donc d'une façon simpliste avec le framework à partir du framework 3.0, je pense bien 4. Ouais, donc, écrire une classe notée text property qui contient deux champs privés de type chaîne de caractères, user et password, et utiliser les propriétés pour masquer le mot de passe à la lecture de la propriété password. Donc, pour le user, on ne fait rien de spécial. Mais par contre, pour password, donc là, j'ai défini mon objet TextP, je l'ai instancié avec un constructeur vide. J'ai modifié, c'est-à-dire le contenu de l'attribut texte, d'accord? Ce n'est pas attribut texte, c'est la propriété texte, parce que là, une fois on travaille avec les attributs, avec les propriétés, il faut forcément rendre l'accessibilité aux attributs en relation en private, sinon ça ne sert à rien, d'accord? Donc là, je vais passer à la propriété la valeur password et lors de l'affichage, donc là, remarquez bien qu'il n'y a pas de fonction, il n'y a rien. Il y a juste la propriété texte. D'accord? Mais à l'affichage, je veux voir des étoiles. C'est l'objectif. C'est-à-dire on va utiliser les propriétés. Par la suite, il faut modifier le code pour ajouter un attribut booléen permettant d'afficher ou crypter le mot de passe, c'est-à-dire un autre attribut ou bien une propriété booléenne. Si la booléenne est true, on va afficher le texte en clair. C'est false, on va cacher, cacher le contenu avec des étoiles équivalentes. Donc voilà ma classe propriété. Donc remarquez bien que j'ai utilisé des attributs privés. Donc c'est pour le texte, d'accord? Et je vais implémenter ma propriété en relation. Donc texte majuscule, un texte minuscule. Ce sont des normes d'écriture. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, en général, je procède de cette façon. C'est-à-dire pour que celui qui va lire mon code va comprendre que texte avec T majuscule, c'est la propriété.
Et texte avec T minuscule, c'est l'attribut qui va être utilisé pour cacher le contenu. D'accord? Donc, on a dans la propriété, on a la partie get, c'est celle qui va être utilisée lors de la lecture. La partie set, qui va être utilisée lors de l'affectation. Donc, value, c'est le mot-clé, c'est-à-dire on a dans le texte, dans l'attribut texte privé, je vais mettre c'est-à-dire la valeur affectée à ma propriété. Je vais utiliser le mot-clé value. J'ai utilisé là, logiquement, c'est pas celle-là, c'est celui-là. D'accord, j'ai un peu mélangé entre les slides. D'accord, c'est celui-là plutôt. D'accord, c'est là. Directement, je vais rentrer dans le code. J'ai déclaré une chaîne de caractères de type string builder qui me permet de concaténer parce que le string avec S minuscule, on dit qu'il est immuable, c'est-à-dire on ne peut pas le modifier. C'est-à-dire modifier les éléments de l'attaque. Donc, je vais déclarer une chaîne de caractères, temp, dont la taille, c'est text.net. Là, c'est juste pour garder si j'ai 5 caractères, automatiquement, je vais afficher 5 étoiles. J'ai 4 caractères, je vais afficher 4 étoiles. Et là, je vais construire ma chaîne de caractères avec des étoiles et je vais la retourner, tout simple. D'accord? Et là, c'est value. Donc là, je vais passer c'est-à-dire le mot-clé, c'est-à-dire la valeur password, c'est pas le mot-clé, la valeur password. Et là, dans l'affichage, j'aurai c'est-à-dire en affichage des étoiles avec le nombre de caractères, tout simple. Donc, pour le cas, donc là, il faut garder ready parce qu'il sera utilisé, je l'ai oublié, j'ai supprimé les slides différents. Donc, pour utiliser ma propriété crypted ou bien mon attribut crypted qui va vérifier, c'est-à-dire là, on va tester dans le cas si crypted, donc là, il faut ajouter c'est-à-dire la définition de la déclaration de crypted. Si crypted égale à true, on va cacher, d'accord, tel là. Sinon, on va retourner la valeur de l'attribut texte qui est un attribut privé, d'accord. C'est en général le concept des propriétés. On peut faire ce qu'on veut, mais pas forcément. Donc, on a l'exemple si on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on ne va pas faire les traits. Donc, c'est pourquoi dans ces slides, on va voir comment utiliser ces propriétés, comment Sharp nous propose des déclarations très simples et des utilisations très simples. Donc, pour les droits d'accès aux accesseurs, par défaut, c'est public. Par défaut, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas comme les attributs, par défaut, c'est private. Là, par défaut, c'est public. D'accord? Parce qu'ils sont utilisés pour qu'elles soient publiques. Donc, si on veut, c'est-à-dire faire la restriction sur la lecture d'une propriété, on va noter le getter en private. Si on veut faire une restriction, c'est-à-dire bloquer l'écriture sur une propriété, on va noter le bloc set en étant, des privés, tout simplement. D'accord? Donc, à partir de la version C Sharp, c'est-à-dire la version framework.net version 3, je pense 5, donc là, on peut modifier le contenu d'une propriété, la déclaration le constructeur, directement entre les accolades et le tour est joué. Deuxième écriture, c'est-à-dire si on a plusieurs, si on veut, c'est pas forcément, si on veut modifier l'instanciation, on peut faire cette écriture. D'accord? Si on veut déclarer une propriété d'une manière, c'est-à-dire une propriété qui joue le rôle d'un attribut, c'est-à-dire son implémentation des instructions dans les blocs get et set, on peut faire cette instruction, donc NBRE, c'est une propriété avec un getter vide et un setter vide. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'un attribut tout simple. Donc là, on passe vers les classes non visuelles, c'est-à-dire les classes déjà développées dans le framework, disponibles dans les frameworks. On a les classes math, je sais pas, la classe string, on a la structure datetime, datetime, d'accord? Et donc, classe math contient des objets, contient des propriétés, contient des constantes, contient des méthodes, ainsi de suite. De même que la classe string, d'accord, elle est surchargée, donc opérateur non égal, l'incrémentation, la concaténation, ainsi de suite. Elle a des méthodes non statiques, elle a des méthodes statiques.
Donc, il y a pas mal de choses à faire avec la classe string avec S majuscule. Ce n'est pas le S minuscule, c'est la classe S majuscule. Et la structure des types, il y a pas mal d'éléments, des propriétés, des méthodes de comparaison pour ajouter, pour convertir, mais ainsi de suite, pour faire le parse. Donc, pour les expressions régulières, je ne sais pas si vous les avez vues en Java ou bien en C++, mais on les trouve partout. En général, le regex, c'est un outil très puissant qui permet en général l'utilisation, c'est pour la vérification des syntaxes de chaîne de caractères, c'est-à-dire j'ai une adresse email avant de la stocker dans ma base de données, je dois vérifier est-ce qu'elle respecte la syntaxe d'une adresse email, un numéro de téléphone, de même, d'accord? Et là, je ne vais pas à chaque fois développer un bloc ou bien une méthode de vérification de ce type. Les adresses IP de même. Est-ce que l'adresse IP que l'utilisateur a saisie, est-ce qu'elle respecte l'écriture de l'adresse IP? Donc, ce sont des choses qu'on peut faire d'une manière hard-codée, c'est-à-dire écrire du code, vérifier est-ce qu'il y a les points. Oh non, 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 c'est très lent, c'est très fatigant. Donc là, et on a la possibilité avec la regex de faire l'ensemble de vérifications. Déjà, moi, ils ont implémenté la majorité des formes, c'est-à-dire de chaînes de caractères, et il faut juste maîtriser comment on va faire l'implémentation de regex. Donc, les regex sont utilisés pour vérifier, aussi pour remplacer et pour découper des chaînes de caractères. D'accord? Par exemple, Léna, dans l'exemple, combien de on dans la phrase bonjour mon bon ami? D'accord? On a trois. Si on veut le faire d'une manière, c'est-à-dire écrire nos codes, Léna, on doit balayer et chercher, c'est-à-dire séparer, je ne sais pas. Donc on peut chercher le O. Et après, si on trouve le O, on va chercher s'il y a juste à côté le N. C'est vraiment c'est une perte de temps que les regex nous fait gagner. D'accord? Donc, une comparaison entre string et regex, c'est-à-dire la classe string et regex. Donc, vraiment, string aussi propose plusieurs méthodes, mais c'est pas jusqu'au ce que propose regex. Regex la dépasse largement, d'accord? Et surtout, faire de la recherche d'éléments, des sous-chaînes de caractères, vérification des formats, ainsi de suite. Donc, les regex, la classe regex appartient au nom d'espace regular expressions de la classe texte, d'accord, du namespace system. Donc, fait un constructeur avec une chaîne de caractères, fait un constructeur avec une énumération qui contient deux états, compiled ou bien ignore case, c'est-à-dire est-ce qu'on va compiler ou bien ignorer la casse. D'accord? Il y a la propriété right to left, est-ce que de droite à gauche. Il y a les méthodes isMatch, match, replace, split. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Donc, regex utilise ce qu'on appelle des motifs qui se composent de métacaractères. Donc, voilà la liste des métacaractères, le symbole, la correspondance et l'exemple d'utilisation de métacaractères. D'accord? Donc, je sais pas, c'est à lire à tête reposée. Donc voilà des exemples de la méthode c'est ça, de la classe match. Hein. Donc il y a pas mal d'exemples à lire, à proposer. Donc pour faciliter l'écriture des métadonnées, donc on a plusieurs métadonnées qu'on connaît, d'accord, et on cherche l'équivalence avec regex. Donc les espacements, je sais pas. Donc là, c'est à lire à tête reposée. Il y a pas mal de choses que propose regex, c'est très, 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 très intéressant. Donc un exemple, on va essayer d'écrire une fonction qui découpe une chaîne de caractères en plusieurs chaînes dont les séparateurs sont des chiffres en utilisant la méthode split, c'est-à-dire on a une chaîne de caractères et une fois on va trouver des chiffres, on va diviser. D'accord? Deuxième fonction qui va remplacer toutes les occurrences lues
salut et youp, c'est-à-dire là, lu, salut, youp sont des abréviations utilisées ou bien des façons de saluer. Donc là, dans un texte qui est supposé respecter, c'est-à-dire respecter donc les normes de salutation, si on trouve LUT, on va le remplacer par bonjour. Si on trouve salut, on va le remplacer par bonjour. Si on trouve youp, on va remplacer par bonjour. D'accord? On va voir que avec une seule instruction, on peut faire un check. Deuxième, c'est écrire une fonction avec regex qui vérifie sur une adresse email est valide ou pas. Donc, une adresse email, bien sûr, qu'est-ce qu'on a la première partie? Le add, deuxième partie, le point et l'extension. Donc, là, il faut vérifier à Chicam pour que ça soit une adresse email valide. Et c'est du code à implémenter, mais avec les regex, c'est facile. D'accord? Donc, la première des choses, c'est قلنا هاد le at هذا bien sûr عقلتوا عليه ياك ben, pour que le caractère doit être exécuté tel qu'il est dans le regex et Mikoun c'est-à-dire un caractère spécial. D'accord? Maintenant, remarquez bien que vraiment, le code هذا, le code, عندي هنا un tableau de chaîne de caractères et s'il trouve un numéro, il va casser, il va split. Deuxième exemple, euh, qu'est-ce qu'on a dit? On va chercher le U, salut, yop. Donc, remarquez bien que de l'écriture, c'est l'équivalent de plusieurs tests d'IENA. D'accord? Et le tour est joué, va remplacer avec replace. Deuxième, c'est pour les adresses email, on a de l'écriture d'IENA, c'est le format d'une adresse email que l'adresse email doit respecter. Fait la première partie, fait le add, fait la deuxième partie, fait le point, ainsi de suite. D'accord? Et هاد سميتو هاد الميتادوني ولا هاد l'écriture هاد la forme c'est pour caractère alphanumérique apparaissant une fois ou plus c'est pour vérifier بأن ما كايناش ouais. Donc là et un essai is match c'est booléen va retourner true ou false si elle respecte l'écriture d'une adresse email. Donc là les indexeurs on va pas les faire, d'accord, c'est casse-tête. D'accord, on l'utilise que très rarement. Je vais le laisser NF, le support. C'est pour rendre une classe accessible, c'est-à-dire indexée en chaîne de caractères en entier, se déplacer entre la classe. C'est comme si on va utiliser un tableau, c'est-à-dire comme si ma classe sera utilisée comme étant un tableau. D'accord? Donc, c'est tout, c'est tout pour la partie classe. Là, attendez, là. Donc voilà un exercice à faire, tiens, voilà. Et on va passer aux classes abstraites. Donc là, ce sont des définitions, donc classe abstraite, les interfaces, ainsi de suite. Donc les classes abstraites, ce sont des classes dont l'implémentation n'est pas complète à 100%, qui n'est pas instanciable. Il sert de base à d'autres classes dérivées, donc pour l'héritage, et contient des signatures des méthodes non encore implémentées. Donc on a une classe abstraite ici. J'ai nommé shapes class, d'accord, qui contient le constructeur d'IANA. On fait ce qu'on veut. On a une méthode non encore implémentée, donc l'area, la surface. Et je vais dans le square, je vais implémenter ma méthode qui est déjà définie, dont la signature est définie dans le shape class. Donc, une autre classe peut implémenter cette méthode autrement. D'accord? Gna n'est pas instanciable. Les interfaces sont faites, donc définir les méthodes que des classes, c'est-à-dire les classes qui vont implémenter cette interface doivent implémenter. Donc on trouve juste des signatures, on ne trouve pas de code, pas de qualificatif comme public, ainsi de suite. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Les interfaces en général sont utilisées pour pour débloquer le problème de multi-héritage. Bien sûr, si dans le cas où une classe hérite de plusieurs interfaces et ces interfaces ont une méthode dont le nom en commun, c'est-à-dire il faut utiliser
le nom de la classe, point la méthode. Donc, les classes et méthodes partielles, donc déjà dans la programmation interface graphique, c'est en créant un objet interface graphique, on remarque que les classes sont partielles, c'est-à-dire que les classes ou bien l'implémentation de la classe, elle est répartie sur plusieurs fichiers, d'accord, qui portent le même, c'est-à-dire le nom de la classe est le même dans les différents fichiers. Donc, on parle de classe partielle. Donc, permettons de répartir une classe en plusieurs fichiers dans un même projet, bien sûr. Dans une classe partielle, on peut donner la signature d'une méthode et l'implémentation dans une autre, dans le prolongement de la classe, c'est-à-dire dans un autre fichier. Les méthodes de ces classes peuvent être, comme on veut, peuvent être qualifiées comme on veut. Ces méthodes ne doivent pas retourner de valeur. Donc voilà un exemple. Donc on a logiquement sur plusieurs fichiers. Donc on a la classe listbox test et ici c'est la même chose, la classe listbox, mais il faut mentionner que c'est partiel, c'est-à-dire sauf que Hadi n'implémente pas l'interface ou Hadi implémente l'interface. Donc ça ne change rien. إلا جمعناهم ودرنا بأن comme si la première, c'est-à-dire la classe de Hadak implémente. Donc là, on peut les répartir sur plusieurs fichiers, comme on peut les garder sur le même fichier. Donc les classes et méthodes partielles. Donc on trouve, par exemple, dans cette implémentation de classe, j'ai juste la signature et dans le prolongement de la classe, c'est le même nom, d'accord? C'est juste que c'est partiel, je vais faire l'implémentation, sans problème. Et c'est fini pour cette partie de l'APO. J'espère que j'ai pu vous transmettre la totalité, c'est pas la totalité, donc il y a pas mal de choses qu'on n'a pas traitées. Donc ce sont des choses qui ne sont pas très souvent utilisées, d'accord? Et j'ai essayé de vous présenter l'essentiel de la PO, l'essentiel qui, c'est-à-dire j'espère vous sera utile pour votre programmation PO, C# bien sûr. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser, d'accord? Et après les vacances, on va faire quelques contrôles. Donc il y aura un contrôle inopiné, c'est-à-dire je vais le faire sans vous prévenir, une séance, et là je vous dis voilà, on va faire un contrôle. D'accord? Et bien sûr, il y aura d'autres contrôles et je vais vous prévenir c'est-à-dire en avance. J'espère que c'est clair. Essayez de faire les exercices que je vous ai donnés tout le long de cette présentation. Et à la fin, je vais voir avec vous si tout va bien, s'il y a des problèmes, ainsi de suite. D'accord? Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.